Cinquième partie sur le du patrimoine mondial au patrimoine locaux. Jusqu'ici, on a parlé de patrimoine souvent nationaux, on a parlé beaucoup plus de la dimension nationale du patrimoine. Or, on peut imaginer l'idée d'un patrimoine mondial. C'est l'idée que défend l'UNESCO. L'UNESCO, qui est une agence de l'ONU créée en 1946, et donc 1946, c'est un an après la création de l'ONU. Hein, quand le nom d'une agence commence par UN, hein, il s'agit d'une agence des Nations Unies. Et donc l'idée de l'UNESCO, c'est de s'occuper des questions de culture et d'éducation dans le monde. Donc l'UNESCO est responsable des questions de patrimoine. Et l'UNESCO défend l'idée d'un patrimoine mondial, d'un patrimoine qui dépasse les frontières, c'est-à-dire un patrimoine qui ne soit pas seulement l'addition de patrimoines nationaux, mais un patrimoine qui serait le patrimoine commun de l'ensemble de l'humanité. Et ça, c'est une idée qui émerge après la Seconde Guerre mondiale, donc dans le cadre de la création de l'ONU. Alors, que fait l'ONU? Que fait l'ONU à travers l'UNESCO? Que fait l'UNESCO? On le voit dans la chronologie ici. Dès 1954, l'UNESCO a fait signer une convention par tous les États membres pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Ensuite, en 1970, une convention pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. En fait, la première priorité de l'UNESCO, ça a été la protection du patrimoine. Il faut comprendre que le patrimoine est mis en danger par les conflits armés et le patrimoine est mis en danger par le trafic de biens culturels. Ce sont évidemment des objets qui ont une grande valeur auprès des collectionneurs, et le trafic de biens culturels, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un trafic ancien qui existe bien avant l'UNESCO et qui est un trafic très internationalisé. Alors l'exemple le plus célèbre, c'est un exemple qui date quand même de 1923, c'est l'exemple d'André Malraux. André Malraux, un des grands écrivains français du XXe siècle, qui sera un grand ministre de la culture dans les années 60, mais qui a commencé son activité culturelle en 1923 en allant dans les temples d'Angkor au Cambodge piller des œuvres d'art et des statuettes, des sculptures qu'il avait l'intention ensuite de revendre au marché noir. Donc on voit que le trafic de biens culturels ne date pas d'hier. Alors l'UNESCO doit protéger le patrimoine contre l'action malveillante des trafiquants ou des combattants dans les conflits armés. Mais l'UNESCO entend aussi conserver le patrimoine dans tous les pays où il y a un patrimoine qu'on juge digne d'être considéré comme le patrimoine commun de l'humanité. Et conserver ce patrimoine, ça peut poser problème parfois dans les pays qui n'en ont pas les moyens. Et encore une fois, le meilleur exemple, c'est toujours les temples d'Angkor. Ces temples extraordinaires qui se trouvent au Cambodge, tellement extraordinaires qu'ils sont représentés sur le drapeau du Cambodge, un ensemble de temples immenses qui ont été complètement laissés à l'abandon pendant des dizaines d'années au milieu d'une forêt dense. Donc on voit ici que les arbres poussent dans les monuments, donc que tout se lézarde et que tout s'abîme, et donc il y a un enjeu de conservation dans un pays qui est l'un des plus pauvres d'Asie, le Cambodge, donc qui n'a pas les moyens, ça ne peut pas être sa priorité. Et c'est comme ça que les temples d'Angkor ont été progressivement restaurés à partir de 1993, et pour ça justement l'UNESCO est intervenue, et l'UNESCO a contribué à financer ces travaux, et on a beaucoup d'exemples dans des pays pauvres de mise en valeur du patrimoine grâce à des fonds débloqués par l'UNESCO. Enfin, l'UNESCO souhaite, d'une façon plus symbolique, mais qui donnera lieu ensuite à des actions concrètes, l'UNESCO souhaite identifier un patrimoine mondial.
Et c'est comme ça qu'en 1972, donc c'est ce qu'on voit dans la chronologie, l'UNESCO identifie dans sa convention du patrimoine mondial culturel et naturel, l'UNESCO identifie 1121 sites et qui, alors c'est pas 1121 au départ, 1121 c'est le nombre qui est atteint aujourd'hui, donc au départ il y en avait beaucoup moins, mais progressivement on est arrivé à une liste de plus de 1000 sites qu'on considère comme constituant le patrimoine mondial de l'humanité. En fait, ce patrimoine, il incarne l'idée d'une humanité qui existe au-delà des différences culturelles. Ce sont tous des éléments patrimoniaux différents les uns des autres, et certains sont des éléments du patrimoine national d'un pays, mais l'UNESCO affirme que même s'il représente une culture particulière, eh bien, il représente l'humanité en général, parce que l'humanité a une unité par-delà ces différences culturelles, et l'unité de l'humanité qui se manifeste justement par le fait que l'humanité s'exprime à travers la création culturelle. Donc le patrimoine témoigne de cette expression culturelle qui est le propre de l'humanité et qui donne une unité à l'humanité. Ce travail de constitution d'un patrimoine de l'humanité, derrière, c'est l'idée de la sauvegarde et de la promotion de la diversité humaine, que l'on retrouve d'ailleurs dans la convention de 2005, signée par les membres de l'UNESCO, pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. L'UNESCO entend protéger et encourager l'expression de la diversité humaine. Et donc, cela permet d'éviter un procès que certains pourraient faire à l'UNESCO, qui est, à travers son patrimoine mondial, d'imposer au monde un modèle occidental. En fait, voilà l'UNESCO, qui est une organisation que d'aucuns voudraient voir liée au monde occidental, alors qu'elle dépend de l'ONU. L'UNESCO voudrait sélectionner un patrimoine mondial et imposer comme ça des critères et des conceptions qui seraient celles de l'Occident. Eh bien, justement, l'UNESCO défend l'idée au contraire de la diversité et d'un patrimoine qui n'est pas forcément un patrimoine européen ou américain. Et l'UNESCO, comme je l'ai dit, a fait signer une convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, et l'une des conséquences, c'est qu'en 2008, donc dans la foulée de cette signature, eh bien, la France a introduit dans sa constitution la reconnaissance des langues régionales, puisqu'en France, il y a des langues régionales. Alors, elles ne sont pas langues officielles, mais leur rôle et en tant qu'expression de la diversité culturelle, est reconnu dans la Constitution française. Alors c'est le cas dans de nombreux pays, mais en France, pays de tradition centralisatrice, cela n'allait nullement de soi, et ça faisait longtemps que c'était réclamé.